Ils se sont moqués du sans-abri noir jusqu'à ce qu'il apparaisse avec 3 avocats de la Cour suprême. Chaque matin, Elijah Reed s'asseyait sur le même banc en bois, niché sous un lampadaire rouillé de Jefferson Park, à 2 pâtés de maison du palais de justice. Le banc donnait sur la rue, où les voitures sifflaient dans la circulation et où les piétons se pressaient, pris dans leur routine quotidienne. Autour de lui, des pigeons battaient des ailes, fouillant des miettes près de la vieille fontaine en pierre qui ne fonctionnait plus depuis des années. Le parc lui-même n'était plus ce qu'il était. La peinture écaillée des balançoires, les détritus amoncelés près des buissons, et l'herbe, inégale et jaunie, crissait sous les chaussures usées. Mais pour Elijah, c'était familier, c'était chez lui. Il portait chaque jour le même manteau marron, les coutures effilochées par les années d'usure, les manches trop courtes pour ses longs bras. Son sac en toile était posé à côté de lui comme un fidèle compagnon, rempli de quelques objets, un carnet épais de pages manuscrites, une bouteille thermos ébréchée qui sentait encore légèrement le café, et un exemplaire de poche de la Constitution des États-Unis, usé par les intempéries. Chaque pli, chaque déchirure de ces objets était un marqueur du temps passé, d'histoires vécues et de batailles livrées, la plupart silencieusement. On le regardait rarement. Quand c'était le cas, leurs yeux se détournaient rapidement, comme si sa présence risquait de gâcher leur journée. Des adolescents riaient, parfois en passant, se moquant de sa façon de marmonner tout en griffonnant. Des professionnels en costume jetaient quelques pièces à ses pieds, non par gentillesse mais par obligation, comme si le fait de jeter de la monnaie effaçait le malaise de le voir là. D'autres l'ignoraient tout simplement, pensant qu'il n'était qu'un sans-abri parmi tant d'autres, trop brisé pour compter. Mais aucun d'eux ne savait qui il avait été. Des années auparavant, Elijah Reed avait arpenté les couloirs du Capitole, chaussures cirées et une détermination brûlante. En tant que conseiller en politique publique, il élaborait des lois, rencontrait des membres du Congrès et siégeait dans des salles de crise où se prenaient des décisions d'impact mondial. Il croyait alors en la justice, en des règles et des systèmes qui fonctionnaient si des personnes bienveillantes les soutenaient. Il avait même été surnommé la boussole par ses collègues pour sa forte position morale. C'était avant le dossier, avant la trahison. Il avait découvert la corruption presque par hasard. Un rapport enfoui qui reliait de hauts fonctionnaires à un système de contrats de détention privatisé. De jeunes délinquants, principalement noirs et métis, étaient envoyés dans des centres pour mineurs afin d'atteindre des quotas d'occupation en échange de subventions de l'État et de faveurs politiques. C'était flagrant, monstrueux et caché au grand jour. Elijah avait déposé une alerte, joignant des preuves, des courriels et le témoignage d'une personne bien informée. Puis tout a basculé. L'enquête n'a jamais eu lieu. Elijah a été discrètement muté, puis licencié sans explication. Ses références ont disparu. Son bail a été résilié suite à une mystérieuse violation du code. Son compte bancaire a été gelé lors d'un audit qui n'a jamais abouti. En quelques mois, il n'était plus personne. Plus de travail, plus de domicile, plus de nom. Ses amis ont disparu. Ses anciens collègues ont cessé de le rappeler. Lorsqu'il a finalement compris ce qui s'était passé, il était déjà trop tard. Il avait été effacé. C'était il y a 10 ans. À 54 ans, il vivait dans les recoins de la ville où personne ne se souciait de faire le ménage. Il se douchait au refuge 2 fois par semaine, recevait des repas chauds quand les fonds le permettaient, et passait ses journées à arpenter le centre-ville, retournant toujours à son banc. Mais il n'avait pas arrêté de travailler. Il observait toujours, écoutait toujours. Il conservait les habitudes de son ancienne vie comme une mémoire musculaire. Pendant que d'autres consultaient leur téléphone, Elijah observait le rythme de la rue. Il remarquait les berlines banalisées qui stationnaient trop longtemps devant l'hôtel de ville. Il suivait les réunions des officiers supérieurs dans l'allée entre le palais de justice et le bâtiment municipal. Il remarquait quels juges quittaient le bâtiment avec la sécurité et lesquels ne le faisaient pas. On aurait pu le prendre pour un fou, mais Elijah connaissait les schémas. Et les schémas ont toujours une signification.
Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Une brume basse flottait dans l'air, recouvrant le trottoir d'un brillant. Elijah s'assit à sa place habituelle, déplia son carnet et sirota une gorgée de thé froid dans son thermos. Sa plume griffait doucement le papier, tandis qu'il notait des annotations de routine, plaques d'immatriculation, horodatage, expressions faciales. Mais soudain, quelque chose de différent se produisit. Un homme en costume gris élégant sortit par la porte latérale du palais de justice. Regardant par-dessus son épaule, il marqua une courte pause, puis s'engagea dans la ruelle. Quelques instants plus tard, un juge de comté le suivit, le juge Ronald Pierce. Elijah le reconnut immédiatement. Pierce siégeait à ce tribunal depuis 15 ans, président des affaires criminelles très médiatisé et ayant la réputation d'être dur à cuire, notamment envers les accusés pauvres et issus de minorités. Elijah se redressa. L'homme en costume sortit quelque chose de la poche de son manteau. Elijah plissa les yeux. Une clé USB, élégante, noire et reconnaissable entre mille. L'homme en costume la lui serra rapidement dans la main, presque comme une poignée de main. Les deux hommes parlèrent à voix basse, trop loin pour qu'Elijah les entende, mais leur langage corporel criait la prudence. Le juge jeta un coup d'œil par-dessus ses épaules avant de glisser le disque dans sa robe. Puis il hocha la tête et retourna à l'intérieur. Les mains d'Elijah tremblaient légèrement, tandis qu'il prenait son stylo. Ce n'était pas une routine. Ce n'était pas une réunion politique ou un échange anodin. Son instinct, aiguisé par des années d'observation, lui disait qu'il venait de voir quelque chose de dangereux. Il regarda l'homme en costume descendre d'un pas rapide le trottoir en direction du parking public de l'autre côté de la rue. Elijah n'hésita pas. Il jeta son sac en bandoulière et le suivit. À l'intérieur du garage, des échos se répercutèrent sur les murs de béton. L'homme avança rapidement, se baissant dans une berline noire aux vitres teintées. Elijah nota la plaque d'immatriculation personnalisée chère. Il s'approcha, se tenant derrière un pilier, et sortit son carnet. Mais avant qu'il puisse écrire plus de quelques lignes, la voiture démarra. Plus tard dans l'après-midi, Elijah entra dans le bureau du procureur. Ses chaussures étaient trempées par les flaques d'eau, son manteau lui collait à la peau, mais il se tenait droit. La réceptionniste leva brièvement les yeux, son sourire se transformant en un malaise poli. Elle lui demanda s'il avait besoin d'aide. Il expliqua ce qu'il avait vu, qu'il s'agissait d'un juge en exercice et d'une possible falsification de preuves. Il lui tendit son carnet. Elle ne le prit même pas. Elle lui adressa un faible sourire, lui suggéra de parler à un inspecteur du commissariat et lui précisa qu'il ne recueillait pas d'informations de vagabonds. Sa voix était douce, mais le sens était clair. Elle vit son manteau, son visage mal rasé, les éraflures sur ses chaussures, et rien d'autre. Il n'était pas un témoin, juste une nuisance. Elijah quitta le bâtiment avec son carnet à la main, mais il ne se sentait pas vaincu. Pas encore. Il savait ce qu'il avait vu, et il continuerait à observer, continuer à écrire. Il retourna au refuge ce soir-là, essayant de comprendre le lien entre la clé USB et le récent retard du juge. Il devait y avoir autre chose, il ne survécut pas jusqu'au matin. On frappa à la porte du refuge peu après minuit. 2 policiers entrèrent, le tirant de son lit. Ils ne dirent rien en le menottant. Aucune explication. Aucun mandat ne fut présenté. Au commissariat, il fut verbalisé pour intrusion, vol et agression. Elijah cligna des yeux, confus. La salle des archives du comté, il n'y était même jamais entré. Un garde du tribunal avait déposé une déclaration affirmant qu'Elijah l'avait agressé. Les preuves, des images de surveillance, granuleuses et recadrées, montraient un homme ressemblant à Elijah près du palais de justice cet après-midi-là. C'était tout. La caméra d'identité judiciaire déclencha un déclic. Le lecteur d'empreintes digitales bipa. Elijah ne dit rien, non pas parce qu'il n'avait aucune défense, mais parce qu'il savait de quoi il s'agissait. Un piège, un avertissement. Le système qu'il avait effacé une fois était de retour pour finir le travail.
Il fut transféré au centre de détention du comté de Monroe le lendemain matin, enchaîné comme un criminel, tandis que l'homme en costume et le juge retournaient au travail comme si de rien n'était. Elijah Reed, l'homme invisible sur le banc, était soudain devenu le méchant d'une histoire qu'il n'avait pas écrite. Et personne, ni les tribunaux, ni la police, ni la presse, ne semblait intéressé par la vérité. La mise en accusation d'Elijah fut rapide, presque trop rapide. Il n'y avait pas foule dans la galerie, pas de journalistes griffonnant des notes, pas de caméra pour immortaliser ce qui aurait dû être un moment d'indignation. Au lieu de cela, la salle d'audience était presque silencieuse, peuplée seulement du brouhaha des papiers, du bourdonnement des néons vacillants et de la froide indifférence d'un procès déjà décidé. L'avocat commis d'office d'Elijah lui jeta à peine un coup d'œil, haussant simplement les épaules avec lassitude lorsqu'il lui demanda quelles preuves ils avaient. Personne ne se souciait de l'absence de preuves. Personne ne se demandait comment les images avaient été montées de manière opportune, ni pourquoi les dossiers judiciaires qu'il était accusé d'avoir volés avaient été retouchés numériquement quelques heures avant son arrestation. À son siège, le juge Ronald Pierce leva à peine les yeux de son rôle. Sa voix était monocorde, posée, comme s'il lisait un texte qui ne le passionnait pas. Elijah l'observa attentivement, les yeux plissés. Il reconnut l'homme non seulement grâce à cette réunion dans une ruelle 2 semaines plus tôt, mais aussi grâce à des souvenirs plus profonds, les gros titres, les vieux courriels, les conversations oubliées depuis longtemps dans les bureaux officiels bien tenus. Le juge était là, mêlé au même système corrompu qu'Elijah avait autrefois tenté de dénoncer. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une punition. Pierce conclut la brève audience par une phrase qu'Elijah avait trop souvent entendue, adressée à trop d'hommes anonymes et sans voix. En raison de l'absence de résidence permanente de l'accusé et de son risque potentiel de fuite, la libération sous caution est refusée. Le marteau résonna comme une sonnette d'alarme. Elijah fut conduit dehors, menotté, la tête haute, bien que son corps fût meurtri par la fatigue. Il n'avait plus de chez lui où retourner, mais il n'avait plus peur non plus. Le pire lui était déjà arrivé. Que pouvait-il supporter de plus? Ils lui ont ensuite enlevé sa liberté. Au centre de détention du comté de Monroe, l'air sentait la sueur et l'eau de javel. Les lumières ne s'éteignaient jamais. Les cellules étaient surpeuplées, les fenêtres étaient barrées et les gardiens étaient prompts à la violence. Elijah fut traité comme du bétail. Déshabillé, examiné, interrogé, puis jeté dans une cellule de détention avec 3 autres hommes, chacun épuisé par des mois, voire des années, de la même négligence. Il essaya de parler à l'infirmière de la prison de ses médicaments contre l'hypertension, mais elle marqua sa demande comme non urgente. Le lendemain matin, son dossier avait heureusement disparu. Les gardiens le traitèrent avec plus d'hostilité que la plupart, comme si on leur avait dit qu'il était source de problèmes. La 2e nuit, ils le tirèrent de sa couchette et le conduisirent aux douches. L'un murmura que les mouchards ne faisaient pas long feu. Un autre le plaqua violemment contre le mur carrelé. Comme Elijah refusait de se défendre, ils le qualifièrent de comportement non coopératif et le traînèrent à l'isolement. La cellule n'était pas plus grande qu'un placard. Mur en béton, pas de fenêtre, des toilettes en métal dont la chasse d'eau était défectueuse. Une seule lumière tamisée grésillait au-dessus de sa tête, vacillant comme une blague cruelle. Les repas arrivaient par une fente de la porte, et le temps s'écoulait sans raison. Elijah perdit la notion du temps. Il ne parlait à personne. Il ne voyait aucun visage. Mais dans l'obscurité, son esprit ne s'arrêtait jamais. Il se répétait des noms comme des prières. Ronald Pierce, Albert Vance, Michael Dreyer. Il se souvenait des plaques d'immatriculation, des mallettes, des poignées de main, des caméras de surveillance. Chaque détail, infime, devenait une bouée de sauvetage, une ressource à laquelle s'accrocher tandis que son corps était privé de sommeil, de médicaments et d'espoir. Il avait connu pire. Des années auparavant, lorsqu'il avait tout perdu à Washington, on avait tenté de l'effacer discrètement.
Maintenant, on tentait de l'enterrer publiquement. Il voyait le schéma, les mêmes personnes au pouvoir, les mêmes tactiques, le même effacement déguisé en justice. Mais cette fois, il n'était ni jeune ni naïf. Il savait ce qu'il faisait et il connaissait le prix du silence. Il l'avait déjà payé une fois. Il ne le paierait plus. Puis, ce qui aurait pu être le 13e ou le 14e jour, il n'en était pas sûr. La porte de la cellule s'ouvrit à l'improviste. Un garde se tenait là, pas le gardien habituel, mais un homme plus jeune qui ne le regarda pas dans les yeux. Elijah cligna des yeux dans la lumière soudaine du couloir. On lui dit de les suivre, aucune explication, aucune destination. Ils le conduisirent à travers des couloirs qu'il n'avait jamais vus, passèrent devant des bureaux administratifs et pénétrèrent dans une pièce calme avec des... La mise en accusation d'Elijah fut rapide, presque trop rapide. Il n'y avait pas foule dans la galerie, pas de journalistes griffonnant des notes, pas de caméra pour immortaliser ce qui aurait dû être un moment d'indignation. Au lieu de cela, la salle d'audience était presque silencieuse, peuplée seulement du brouhaha des papiers, du bourdonnement des néons vacillants et de la froide indifférence d'un procès déjà décidé. L'avocat commis d'office d'Elijah lui jeta à peine un coup d'œil, haussant simplement les épaules avec lassitude, lorsqu'il lui demanda quelles preuves ils avaient. Personne ne se souciait de l'absence de preuves. Personne ne se demandait comment les images avaient été montées de manière opportune, ni pourquoi les dossiers judiciaires qu'il était accusé d'avoir volés avaient été retouchés numériquement quelques heures avant son arrestation. À son siège, le juge Ronald Pierce leva à peine les yeux de son rôle. Sa voix était monocorde, posée, comme s'il lisait un texte qui ne le passionnait pas. Elijah l'observa attentivement, les yeux plissés. Il reconnut l'homme non seulement grâce à cette réunion dans une ruelle 2 semaines plus tôt, mais aussi grâce à des souvenirs plus profonds, les gros titres, les vieux courriels, les conversations oubliées depuis longtemps, dans les bureaux officiels bien tenus. Le juge était là, mêlé au même système corrompu qu'Elijah avait autrefois tenté de dénoncer. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une punition. Pierce conclut la brève audience par une phrase qu'Elijah avait trop souvent entendue, adressée à trop d'hommes anonymes et sans voix. En raison de l'absence de résidence permanente de l'accusé et de son risque potentiel de fuite, la libération sous caution est refusée. Le marteau résonna comme une sonnette d'alarme. Elijah fut conduit dehors, menotté, la tête haute, bien que son corps fût meurtri par la fatigue. Il n'avait plus de chez lui où retourner, mais il n'avait plus peur non plus. Le pire lui était déjà arrivé. Que pouvait-il supporter de plus? Ils lui ont ensuite enlevé sa liberté. Au centre de détention du comté de Monroe, l'air sentait la sueur et l'eau de Javel. Les lumières ne s'éteignaient jamais. Les cellules étaient surpeuplées. Les fenêtres étaient barrées et les gardiens étaient prompts à la violence. Elijah fut traité comme du bétail, déshabillé, examiné, interrogé, puis jeté dans une cellule de détention avec 3 autres hommes, chacun épuisé par des mois, voire des années, de la même négligence. Il essaya de parler à l'infirmière de la prison de ses médicaments contre l'hypertension, mais elle marqua sa demande comme non urgente. Le lendemain matin, son dossier avait heureusement disparu. Les gardiens le traitèrent avec plus d'hostilité que la plupart, comme si on leur avait dit qu'il était source de problèmes. La 2e nuit, ils le tirèrent de sa couchette et le conduisirent aux douches. L'un murmura que les mouchards ne faisaient pas long feu. Un autre le plaqua violemment contre le mur carrelé. Comme Elijah refusait de se défendre, ils le qualifièrent de comportement non coopératif et le traînèrent à l'isolement. La cellule n'était pas plus grande qu'un placard. Mur en béton, pas de fenêtre. Des toilettes en métal, dont la chasse d'eau était défectueuse. Une seule lumière tamisée grésillait au-dessus de sa tête, vacillant comme une blague cruelle. Les repas arrivaient par une fente de la porte et le temps s'écoulait sans raison. Elijah perdit la notion du temps. Il ne parlait à personne. Il ne voyait aucun visage. Mais dans l'obscurité, son esprit ne s'arrêtait jamais. Il se répétait des noms comme des prières. Ronald Pierce, Albert Vance, Michael Dreyer.
Il se souvenait des plaques d'immatriculation, des mallettes, des poignées de main, des caméras de surveillance. Chaque détail, infime, devenait une bouée de sauvetage, une ressource à laquelle s'accrocher tandis que son corps était privé de sommeil, de médicaments et d'espoir. Il avait connu pire. Des années auparavant, lorsqu'il avait tout perdu à Washington, on avait tenté de l'effacer discrètement. Maintenant, on tentait de l'enterrer publiquement. Il voyait le schéma. Les mêmes personnes au pouvoir, les mêmes tactiques, le même effacement déguisé en justice. Mais cette fois, il n'était ni jeune ni naïf. Il savait ce qu'il faisait et il connaissait le prix du silence. Il l'avait déjà payé une fois. Il ne le paierait plus. Puis, ce qui aurait pu être le 13e ou le 14e jour, il n'en était pas sûr, la porte de la cellule s'ouvrit à l'improviste. Un garde se tenait là, pas le gardien habituel, mais un homme plus jeune qui ne le regarda pas dans les yeux. Elijah cligna des yeux dans la lumière soudaine du couloir. On lui dit de les suivre. Aucune explication. Aucune destination. Ils le conduisirent à travers des couloirs qu'il n'avait jamais vus, passèrent devant des bureaux administratifs et pénétrèrent dans une pièce calme avec des... Marcus avait découvert le cas d'Elijah en examinant les dossiers d'admission pour une association de réforme pénitentiaire. Il cherchait des schémas d'arrestation injustifiés lorsque le nom d'Elijah lui avait sauté aux yeux. Non pas à cause des accusations, mais à cause du juge mentionné sur le formulaire d'admission, Ronald Pierce. Marcus avait entendu ce nom à voix basse lors de ses stages en droit. Des documents scellés, des rapports enfouis, un homme qui avait comparu à plusieurs reprises dans des affaires qui auraient dû être classées sans suite, mais qui ne l'avaient pas été. Quelque chose clochait. Plus Marcus creusait, plus il découvrait de pistes. Des affaires classées sans suite, sans explication. Des surveillances mystérieusement coupées, des plaintes de lanceurs d'alerte qui n'arrivaient jamais à destination. Elijah Reed n'était pas un simple sans-abri avec un casier judiciaire. Il était la clé d'un avenir plus vaste. Marcus avait présenté le dossier à son mentor, Alfred Quinn, avocat à la Cour suprême à la retraite. Quinn avait vu beaucoup de choses au cours de sa longue carrière. Violation des droits civiques, exécution injustifiée, ingérence politique. Mais lorsqu'il lut les notes d'Elijah et vit les liens avec d'anciennes dénonciations à Washington, sa mâchoire se serra. Il se souvint du nom. Reed était une étoile montante avant de disparaître. Quinn ne demanda pas plus de preuves, il n'en avait pas besoin. Il appela deux de ses anciens collègues, la juge Miriam Cho, connue pour avoir démantelé des réseaux de surveillance illégaux, et le juge Howard Kellman, un expert en affaires constitutionnelles. En moins de 48 heures, ils demandèrent une audience d'urgence. Les tribunaux tentèrent de résister, mais les noms figurant sur la demande avaient un poids qu'aucun juge ne pouvait facilement ignorer. La demande fut acceptée. Elijah fut sorti de l'isolement, revêtu d'un costume approprié et reconduit dans la salle d'audience où il était entré enchaîné. Cette fois, tout était différent. Ils se moquèrent du sans-abri noir jusqu'à ce qu'il se présente avec 3 avocats de la Cour suprême. La salle d'audience était bondée. Des caméras étaient alignées le long du mur du fond. Les journalistes qui lui avaient autrefois tourné le dos griffonnaient maintenant furieusement, leurs stylos s'empressant de rattraper l'histoire qui se déroulait sous leurs yeux. Les étudiants en droit se pressaient sur les bancs aux côtés des militants, tandis que les observateurs fédéraux se tenaient près des murs, silencieux et vigilants. La température dans la salle était électrique, lourde de l'attente d'un séisme. Elijah était assis à la table de la défense, flanqué de Quinn, Shaw et Kellman. Il paraissait plus fort qu'avant, plus âgé, certes, mais serein. Il ne souriait pas, mais son regard était concentré, sans peur. Le juge Pierce entra en retard. Il paraissait plus pâle que d'habitude, son sourire narquois et calme ayant disparu de son visage. Il scruta la salle d'audience et se figea en voyant qui se tenait face à lui. Pour la première fois, Elijah lut la peur dans ses yeux. Le juge Quinn se leva, sa présence imposante mais calme. Il n'éleva pas la voix. Il ne frappa pas la table. Il posa simplement le dossier sur le banc.
et commença. Ils étaient là parce qu'un homme qui avait osé dire la vérité avait été puni au lieu d'être félicité. Cela s'est terminé aujourd'hui. Il a exposé la chronologie, l'échange de coups dans la ruelle, les preuves falsifiées, la mise en accusation précipitée, le refus de libération sous caution fondée, non sur des faits, mais sur des préjugés. Il a cité des rapports de dénonciation scellés qu'Elijah avait soumis 10 ans plus tôt, dont Quinn avait récupéré des copies dans les archives fédérales. Il a démontré que le juge Pierce avait supervisé au moins 6 affaires aux issues suspectes, chacune impliquant des individus liés à un programme de contrat de détention sous surveillance fédérale. Il a révélé des images de surveillance non montées, des images obtenues par la caméra extérieure d'un café voisin, montrant Elijah observant depuis le banc, loin de la salle des archives, au moment du cambriolage présumé. Le juge Cho a ensuite présenté des preuves provenant de notes internes du bureau du procureur qualifiant Elijah de non crédible pour vagabondage, malgré l'absence d'antécédents criminels et de signes d'instabilité mentale. Elle a ensuite écouté un message vocal. Un message d'un employé du palais de justice avertissant un collègue de s'occuper de Reed avant qu'il ne parle à la presse. Le silence s'installa dans la salle d'audience. Le juge Kellman conclut par une série de questions. Comment un homme sans casier judiciaire, qui avait autrefois contribué à l'élaboration de politiques au niveau fédéral, avait-il pu disparaître de la vie publique après avoir déposé une plainte protégée pour dénonciation? Il regarda Pierce droit dans les yeux et demanda ce qu'il était advenu du système judiciaire, censé protéger des hommes comme Elijah et non les détruire. Personne ne répondit. Elijah n'avait pas besoin de parler. Il avait déjà tout dit dans le silence qu'il avait enduré, dans les notes qu'il avait prises, dans la vie qu'il avait survécue. Cette audience ne visait pas seulement à laver son nom, il s'agissait de faire le procès du système, et pour la première fois depuis des années, il n'était pas seul. Troisième partie. Le réseau sous la toge. La salle d'audience avait changé. Ce qui avait commencé comme une audience pour un homme oublié s'était transformé en un jugement public. Des spectateurs remplissèrent chaque siège. Des observateurs fédéraux étaient alignés le long des murs et des caméras diffusaient des images en direct dans tout le pays. Tous les visages présents se tournèrent non seulement vers Elijah Reed, mais aussi vers les personnalités influentes désormais mises en lumière. Le juge Alfred Quinn, debout aux côtés d'Elijah, déposa une requête qui fit trembler l'Assemblée. Sa requête, la divulgation d'une série de rapports de lanceurs d'alerte, jusque-là sous clé judiciaire. Chaque dossier portait la même signature glaçante, supprimé pour des raisons d'intérêt national ou rejeté pour fondé insuffisant. Mais ces documents contenaient la vérité. Un rapport se démarquait des autres, déposé en 2012, rédigé par Elijah Reed. Il décrivait avec une précision saisissante un système complexe de rémunération à la pièce, des procureurs de comté garantissant des condamnations, des juges prononçant des peines maximales quelle que soit la solidité des dossiers, et des centres de détention privés recevant un généreux financement de l'État pour chaque détenu qu'ils hébergeaient. Promoteurs, donateurs de campagne, personnalités politiques, tous reliés par un seul fil conducteur, le profit tiré des sanctions. Au cœur de tout cela se trouvait le comté de Monroe. Quinn ne perdit pas de temps. Il présenta de nouvelles preuves, des images de sécurité filmées dans un garage près du palais de justice, en version intégrale et non montée. On y voyait le juge Ronald Pierce, d'une netteté remarquable, en train de rencontrer un homme en costume sur mesure. Il s'agissait de Charles Blaine, un promoteur immobilier dont les projets passaient régulièrement par la salle d'audience de Pierce. Ils se serrèrent la main, une clé USB fut échangée. Puis, les deux hommes montèrent dans des voitures noires séparées. La date sur les images correspondait au jour où Elijah avait signalé une observation suspecte. Myriam Shaw prit ensuite la parole. Sa voix était calme, mais puissante, tandis qu'elle racontait au tribunal l'histoire de Blaine. Contrat attribué sans appel d'offres, autorisation de zonage obtenue en force suite à un litige,
Dons de campagne versés en versements échelonnés pour éviter toute détection. Tous les chemins menaient à la salle d'audience. Tous les signes pointaient vers Pierce. Et puis, le coup de théâtre arriva. Un témoin surprise, cité par le juge Kellman, fut convoqué sous protection fédérale. Un ancien greffier, la voix tremblante mais assurée, témoigna. 2 semaines plus tôt, Marcus avait retrouvé cet individu. Il ne posa pas de questions. Il laissa simplement l'homme parler pendant que l'enregistreur fonctionnait. Dans la salle d'audience, cette voix résonna dans les haut-parleurs. Pierce enfouit son rapport. Elijah détenait la vérité depuis des années. C'est pourquoi ils l'ont effacé. Des exclamations de surprise fusèrent dans la galerie. Les journalistes se précipitèrent pour transcrire chaque mot. Et Pierce, assis au-dessus de tout cela, resta figé, les lèvres pincées, les jointures blanches. Mais ce n'était que le début. Alors que l'équipe de Quinn levait le voile, le réseau commença à se déliter. Inspecteurs, juges, fonctionnaires de l'État, des noms qui inspiraient autrefois crainte et respect, figuraient désormais dans des documents noirs sur blanc. L'inspecteur Ryan Halstead, connu pour son taux de condamnation élevé, possédait des preuves de coercition, de fausses déclarations et de documents à décharge rejetés. Il avait travaillé sur près d'une douzaine d'affaires avec Pierce. Le procureur général Nolan Frey avait approuvé des actes d'accusation sur la base de preuves fragiles, s'appuyant sur les témoignages d'informateurs rémunérés et supprimant des éléments qui auraient pu disculper les accusés. Quinn a présenté des notes internes, divulguées par un analyste junior, des notes sur les juges à éviter pour bénéficier de la clémence, des instructions sur la manie, et puis, le nom qui stupéfia même les spectateurs qui pensaient avoir tout entendu, le sénateur Calvin Morrow. Figure imposante de l'Assemblée législative de l'État, Morrow prônait depuis longtemps les partenariats publics-privés comme solution au système judiciaire surchargé, mais les archives de campagne, les audits financiers et un lanceur d'alerte anonyme dressaient un tableau différent. Morrow acheminait les dons de campagne par l'intermédiaire des sociétés de développement de Blaine. Il défendait une législation alourdissant les peines minimales. Plus il y avait de personnes au centre de détention du comté de Monroe, plus les profits affluaient à Blaine et plus les fonds de campagne revenaient à Morrow. C'était un écosystème d'injustice où chaque condamnation était une monnaie d'échange. Et Elijah en avait été la première victime. À chaque nouveau nom, la tension montait dans la salle d'audience. Pierce tenta de reprendre le contrôle, contestant les preuves et demandant des suspensions de séance, mais la situation avait changé. Les agents fédéraux se tenaient désormais à l'intérieur de la salle d'audience, et non plus seulement à l'extérieur. Le ministère de la Justice envoya 2 observateurs s'asseoir directement derrière la table de l'accusation, leur présence constituant un avertissement. Pourtant, la résistance était acharnée. L'équipe juridique de Pierce déposa des requêtes d'urgence pour bloquer les témoignages. Le bureau de Morrow envoya des mises en demeure accusant le tribunal de diffamation. Le procureur Frey déposa un recours urgent pour suspendre la procédure, invoquant des préoccupations quant à la compétence et à un excès de pouvoir judiciaire. Des menaces commencèrent à parvenir au bureau de Marcus, puis à celui de Quinn. Mais aucun d'eux ne recula. Elijah observe le déroulement de la scène depuis la table de la défense. Il resta immobile, mais il ressentait intérieurement le frémissement familier de vieux souvenirs. Celui d'avoir été écarté, menacé, effacé. Mais le silence qu'il avait autrefois enseveli était désormais brisé. Le même système qui l'avait rongé devait maintenant rendre des comptes. Lorsque le tribunal reprit ses esprits, Quinn demanda la permission à Elijah de parler. Le juge hésita, puis hocha la tête. Elijah se leva lentement, tous les regards braqués sur lui. Il n'éleva pas la voix, il ne lisait pas ses notes. Il parlait de mémoire, de douleur et de principe. J'ai tout perdu parce que j'ai dit la vérité. J'ai perdu mon emploi, ma maison, ma santé. Ils m'ont transformé en fantôme, pour que personne ne croie ce que je voyais. Et même lorsque j'ai réessayé, ils m'ont arrêté.
mais je suis toujours là. Je parle toujours. Et je continuerai à parler, même si cela me coûte encore. La salle se tut. S'ensuivit non seulement des applaudissements, mais une vague de personnes debout en silence, respectueuses et solidaires. L'homme autrefois assis, ignoré, sur un banc à 2 pâtés de maison du palais de justice, symbolisait désormais tout ce que le système judiciaire était censé défendre. Et pour la première fois depuis des années, la vérité ne semblait plus être un fardeau. Elle était perçue comme un pouvoir. Le dernier jour commença avant le lever du soleil. Des files d'attente s'étendaient autour du palais de justice, des foules emmitouflées dans leurs manteaux et brandissant des pancartes qui flottaient dans la brise fraîche du matin. Les journalistes des médias nationaux se bousculaient pour trouver leur place, micro près, caméras braquées sur les marches du palais de justice où l'histoire allait se jouer. À l'intérieur, l'atmosphère vibrait de tension et d'impatience. Ce qui avait commencé comme une mise en accusation discrète pour un homme que le monde avait rejeté était devenu un jugement menaçant d'ébranler les piliers du pouvoir de l'État. Elijah Reed était assis, immobile, dans la salle d'audience, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un blazer bleu marine, tous deux fraîchement repassés et offerts par un groupe d'activistes locaux qui s'étaient mobilisés pour son affaire. Ses cheveux, bien que grisonnants, étaient soigneusement coupés et, pour la première fois depuis des années, son reflet ne trahissait pas la honte, mais la détermination. Marcus se tenait juste derrière lui, le regard fixé, le cœur battant. Les 3 avocats de la Cour suprême, Quinn, Cho et Kellman, étaient assis de chaque côté de lui, tels des gardiens silencieux. De l'autre côté de l'allée, les équipes de défense du juge Ronald Pierce, du procureur Nolan Frey, de Charles Blaine et du sénateur Calvin Morrow chuchotaient anxieusement entre elles. La juge Denise Vaughan, juge fédérale invitée, réputée pour son équité et sa farouche indépendance, prit place. Son dossier était impeccable, son attitude imperturbable. Tandis qu'elle examinait les derniers éléments de preuve et témoignages, son visage révélait peu de choses, mais son regard s'animait avec une précision extrême. Chaque accusati, après un examen approfondi, le tribunal déclare Elijah Reed non coupable de tous les chefs d'accusation. Il n'y eut aucune réaction immédiate. Pendant un instant, le silence fut total. Puis le son s'éleva, non pas comme une acclamation, mais comme une exhalaison collective, une libération collective d'un souffle trop longtemps retenu. Certains pleurèrent, d'autres applaudirent doucement. Mais Elijah, même à cet instant, resta calme. Il baissa la tête, les yeux fermés. La justice avait enfin parlé. Viennent ensuite les chefs d'accusation suivants. Un par un, Vaughan lut chaque nom et chaque crime. Le juge Ronald Pierce, accusé d'entrave à la justice, de complot et d'acceptation de pots de vin. Charles Blaine, accusé de corruption, de financement illégal de campagne électorale et d'ingérence dans les affaires judiciaires. Le procureur Nolan Frey, accusé de fabrication de preuves, d'abus de pouvoir et de coercition de témoins. Le sénateur Calvin Morrow, accusé de complot, de blanchiment de dons de campagne et de collusion avec des promoteurs immobiliers à des fins politiques personnelles. Des actes d'accusation formels sont émis contre les 4. La salle d'audience ne trembla pas de vacarme, mais de conséquences. La chute des hommes les plus puissants du comté de Monroe avait commencé. Des marshals fédéraux entrèrent discrètement par l'arrière, s'approchant de chacun des accusés. Ils n'opposèrent aucune résistance. Un par un, ils furent escortés dehors, le visage pâle, sans pouvoir. Dehors, les marches du palais de justice résonnèrent de chants. La vérité ne meurt jamais, l'homme invisible est vu, et justice, enfin. Elijah ne prêta aucune attention à tout cela. Tandis que les journalistes se précipitaient, inondant le hall de questions, il sortit discrètement par une entrée latérale. Marcus le suivit un instant, mais s'arrêta lorsqu'Elijah se retourna et posa une main sur son épaule. Nul besoin de mots. Ils se comprenèrent désormais. Elijah avait porté la vérité, et Marcus l'avait portée. Ensemble, ils avaient traversé le feu. Ils marchaient seuls dans les rues de la ville.
les mains dans les poches de son manteau, son souffle perçant dans l'air frais de l'après-midi. Le bruit du palais de justice s'estompa derrière lui. La circulation s'écoulait, les gens circulaient, la vie continuait. Mais tout avait changé. À l'orée du parc, à 2 pâtés de maison du tribunal, le même vieux banc l'attendait. Le métal était froid, le bois craquait sous lui, mais pour Elijah, c'était chez lui. Il était assis, son blazer toujours parfaitement ajusté à ses épaules. De là, il pouvait voir le dôme du palais de justice juste au-dessus de la cime des arbres. Il avait autrefois observé les puissants entrer et sortir de cet endroit avec une confiance inébranlable. Maintenant, il le regardait, sachant que le monde avait enfin vu ce qu'il avait vu depuis le début. Plus tard dans la semaine, le conseil municipal les contacta. Il y avait des offres, un logement, des conférences, et même un poste au sein du comité de surveillance civile. Elijah écouta poliment. Il hocha la tête. Il les remercia de leur attention. Mais lorsqu'ils lui demandèrent où il souhaitait aller ensuite, il répondit avec un petit sourire « Je prends le banc. J'ai encore quelque chose à observer. » Ce n'était pas dit avec amertume, ce n'était pas dit avec fierté. Ces mots furent prononcés avec la force tranquille d'un homme qui avait tout perdu et qui avait pourtant retrouvé le sens de sa vie. Et il resta ainsi, l'homme sur le banc, plus invisible, plus seul, témoin du monde, gardien de la vérité. Et tant qu'il resta assis là, aucun mensonge ne passa inaperçu. Aucun silence ne demeura inviolable. Le banc se souvenait, et lui aussi.